C'était une après-midi de juillet ensoleillée, mardi 4 juillet 1969, à précisément 21h45 dans la petite ville résidentielle de Vallejo, en Californie. Un appel fut lancé au département de police qui allait changer la vie des gens vivant dans cette communauté qui semblait idyllique à tout jamais. L'air de la nuit était rempli du parfum sucré des fleurs en fleurs alors qu'un jeune couple, David Faraday et Betty Lou Jensen, était brutalement abattu lors de leur première date. Leur corps était criblé de balles, une scène chaotique se déroulant devant leurs yeux. Dans l'obscurité, la panique et le chaos allaient bientôt prendre le dessus. La scène était un désastre sanglant, avec des douilles de balles éparpillées partout et 2 jeunes vies perdues en un instant. La voiture de Faraday, une Studebaker de 1968, était criblée de balles, ses vitres brisées et le moteur toujours en marche. L'air était lourd du fumée et du sang alors que les cris des victimes résonnaient dans les rues. Dans ce moment, le monde semblait s'arrêter, et la tranquillité de la nuit suburbaine était brisée par le son des tirs. Lorsque la réalité de ce qui venait de se passer s'imposa, la panique commença à gagner la communauté. L'assassin, toujours en liberté, resterait un mystère pendant des années à venir, mais cette nuit-là, la seule chose qui comptait était la violence sans sens qui avait pris 2 vies jeunes. David Faraday, âgé de seulement 17 ans, gisait inerte au volant, ses yeux figés dans un regard permanent. À côté de lui, Betty Lou, âgée de 16 ans, son corps criblé de balles, sa beauté et son innocence perdues en un instant. L'assassin, une figure enveloppée dans l'obscurité, avait disparu dans la nuit, laissant derrière lui un sillage de destruction et de chagrin. Dans le chaos, une chose était certaine, rien ne serait jamais plus la même. Les témoins dans la région ont rapporté avoir entendu le son des tirs, suivi des cris des victimes. Un témoin a décrit voir une voiture qui s'éloignait de la scène, ses phares projetant une lumière étrange sur les débris. Alors que la nuit avançait, les policiers arrivèrent, sirènes en hurlant, et une enquête sur le meurtre brutal allait commencer. La communauté était laissée dans le choc, se demandant comment quelque chose de si odieux pouvait se produire dans leur petite ville. Alors que les policiers fouillaient la scène à la recherche de indices, une question planait dans l'air, qui pouvait avoir commis ce crime odieux? Avant de continuer, cliquez sur la petite icône de la cloche et sur Abonnez-vous pour nous soutenir. Nous publions de nouveaux cas chaque jour, donc assurez-vous de revenir souvent. Nous plongeons profondément dans les coins les plus sombres de la nature humaine, et nous sommes toujours à la recherche de nouveaux spectateurs pour rejoindre notre communauté. Restez au courant des derniers cas, et n'oubliez pas de liker et de partager notre contenu avec vos amis. Je vais vous ramener à l'origine de cette histoire, dans les années 1960, lorsque le monde était sur le point de changer. C'était une époque de bouleversement social, de manifestations et de révolution dans l'air. Au milieu de tout ce chaos, un tueur en série émergeait en Californie du Nord, inspirant la peur dans la communauté locale. Ce tueur, connu sous le nom de Zodiac Killer, allait commettre une série de meurtres brutaux, laissant derrière lui un sillage de lettres cryptées et de codes. À partir du début, cette histoire était une histoire de mystère, d'intrigue et de terreur. En plongeant dans le monde du Zodiac Killer, nous allons explorer l'histoire de ce tueur en série, qui prétendait avoir tué jusqu'à 37 personnes pendant les années 1960 et 1970. Mais était-ce une fausse information, ou le tueur disait-il la vérité? Nous allons examiner les preuves, les lettres et les codes pour découvrir l'identité de cet assassin énigmatique. Des premiers jours de l'enquête aux innombrables pistes et suspects, nous allons vous emmener sur un voyage à travers l'un des cas les plus infâmes non résolus de l'histoire américaine. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne, où nous plongeons dans le monde des crimes les plus notoires. Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des cas les plus énigmatiques de l'histoire américaine, le tueur en série Zodiac. La personne centrale de ce cas était Arthur Lee Allen, un homme de 33 ans vivant à Vallejo, en Californie. Il était un résident calme et discret, mais personne ne savait que sa vie allait prendre un tournant sombre et sinistre. Allen était un lycéen qui avait abandonné ses études et travaillait comme un manutentionnaire et un nettoyeur. La vie quotidienne d'Arthur Lee Allen semblait ordinaire, mais c'était en réalité un masque pour une personne complexe et troublée. Il était un solitaire, préférant se tenir à l'écart plutôt que de socialiser avec ses voisins. Le travail d'Allen en tant que manutentionnaire et nettoyeur lui permettait de se déplacer librement, souvent seul, ce qui allait plus tard devenir un élément crucial dans l'enquête. Malgré son apparence rugueuse, Allen était connu pour être charismatique et même sympathique pour certaines personnes dans sa communauté. Cependant,
ceux qui le connaissaient suggéraient qu'il avait une facette plus sombre de sa personnalité. Ce qui rendait Arthur Lee Allen sympathique et relatable pour certains était sa personnalité authentique et attachante. Les gens le décrivaient souvent comme aimable et compatissant, ce qui semblait entrer en conflit avec les crimes brutaux qu'il allait commettre. Sa capacité à se connecter avec les autres sur un niveau plus profond le rendait un manipulateur expert, souvent réussissant à obtenir ce qu'il voulait avec facilité. Les amis et les connaissances d'Allen rarement remarquaient des signes de trouble, ce qui allait plus tard prouver être une erreur fatale. Ils ne savaient pas le monstre qui se cachait derrière la façade d'un voisin amical. Mais qu'en est-il des relations d'Allen et de qui il faisait confiance? Eh bien, il semble qu'il avait quelques connaissances proches dans sa petite communauté, principalement à la bibliothèque locale où il se rencontrait avec un petit groupe de personnes qui partageaient ses intérêts. Là, Allen s'engageait dans des conversations sur la philosophie et la politique, le rendant paraître intelligent et même perspicace. Cependant, ces relations allaient finalement prouver être superficielles, car la véritable nature d'Allen était lentement révélée à travers une série de lettres cryptiques et de meurtres atroces. La capacité d'Allen à former des connexions avec les autres était impressionnante, mais ce qui changea dans sa vie pour le faire prendre ce chemin sombre et sinistre? La vie d'Allen commença à changer au cours des mois précédant l'incident, alors qu'il devint de plus en plus reclus et isolé. Il commença à développer un intérêt pour l'occulte et passerait des heures à rechercher et à lire sur diverses formes de mysticisme. Ses relations commencèrent à souffrir, et ses connaissances commencèrent à remarquer une dégradation de sa santé mentale. Cependant, personne ne soupçonna rien, car la vie d'Allen semblait être juste une existence ordinaire et banale. Personne ne savait que la graine de sa transformation en tueur en série Zodiac avait été plantée, et qu'il ne restait plus qu'un temps avant que le cauchemar commence. Les premiers signes qui indiquaient que quelque chose ne allait pas avec Allen étaient subtils, mais ils allaient finalement prouver être cruciaux dans l'enquête. Dans les mois précédant les meurtres, Allen parlait souvent de sa fascination pour l'aspect sombre de la vie, révélant un intérêt troublant pour la mort et la violence. Ses connaissances écartèrent ses commentaires comme simple curiosité morbide, mais en réalité, Allen se préparait pour un voyage dans les profondeurs de la dépravation humaine. Il regardait souvent les gens avec une intensité inquiétante, les faisant se sentir mal à l'aise, mais personne ne prit ses comportements au sérieux à l'époque. Alors que les mois passaient, le comportement d'Allen devint plus erratique, mais personne ne remarqua les drapeaux rouges qui flottaient dans le vent. Qui remarqua le comportement troublant d'Arthur Lee Allen et qui l'ignora? Eh bien, il y avait une personne qui le suivait depuis un moment, un policier local nommé Dave Toschi. Il avait gardé un œil sur Allen depuis qu'il y avait des rumeurs sur un suspect avec sa description. Toschi était au courant de la fascination d'Allen pour l'occulte et pensait qu'il pourrait être le tueur en série Zodiac, mais il avait besoin de preuves plus concrètes pour l'arrêter. Cependant, il y avait d'autres qui connaissaient Allen, comme ses amis bibliothécaires, qui semblaient être insensibles au monstre qui se cachait derrière son air amical. Vous vous demandez probablement ce qui est arrivé ensuite, et nous allons explorer cela dans la prochaine partie de notre enquête. Mais pour l'instant, laissez-nous vous laisser avec une question qui vous hantera tout au long de cette série: qu'est-ce qui a fait que Arthur Lee Allen a basculé, et comment a-t-il réussi à échapper à la capture pendant si longtemps? La réponse se trouve dans le monde sombre du tueur en série Zodiac, un endroit où rien n'est comme il semble, et où rien ne sera plus jamais le même. Restez connectés pour la prochaine épisode de notre série de crimes vrais, où nous plongeons plus profondément dans la tête tordue du tueur en série Zodiac. C'était le 20 décembre 1968, une soirée d'hiver froide à Vallejo, en Californie, avec la température tombant à 48 degrés, le soleil se couchant sur la baie de San Francisco. Les rues étaient calmes, à l'exception d'une voiture qui passait occasionnellement, ses phares projetant de longues ombres sur le bitume. La brume était en train de rouler de la baie, un épais voile brumeux qui menaçait d'engloutir la petite ville. La région était paisible, mais un sentiment d'inquiétude planait dans l'air, comme un rumeur chuchotée de quelque chose de sinistre caché dans les ombres. À mesure que la nuit s'épaississait, le sentiment de calme fut brisé par un appel aux autorités. Les événements qui se sont déroulés avant cette nuit fatale avaient été semaines en préparation, une série d'incidents apparemment sans rapport qui finiraient par aboutir à un crime brutal. Le jour précédent, un homme et une femme avaient garé leur voiture sur une route de terre isolée, où ils ont été attaqués et agressés par un inconnu. Le couple a réussi à échapper à la mort, mais ils étaient secoués par l'expérience. Ils ont signalé l'agression à la police, mais les autorités étaient sceptiques, pensant qu'il s'agissait d'une blague qui avait mal tourné.
Ils ignoraient que c'était juste le début d'une série d'encounters terrifiants qui laisserait un sillage de sang et de mort dans son sillage. À mesure que la nuit s'écoulait, deux jeunes couples, David Faraday et Betty Lou Jensen, se sont garés sur une étendue déserte de route d'eau. Ils s'étaient arrêtés pour admirer la vue, inconscients du danger qui se cachait à proximité. Inconscient d'eux, le tueur du Zodiac, un homme avec une mentalité tordue et une tendance à la violence, se cachait dans les ombres, attendant le moment parfait pour frapper. Avec une explosion soudaine de violence, le tueur est sorti de l'obscurité, un homme de 27 ans sans trait discernable, et a commencé à tirer sur le jeune couple. Betty Lou Jensen a été mortellement touchée, sa vie s'éteignant tandis que le tueur fuyait la scène. L'un des détails les plus choquants de ce crime était la manière brutale dont Betty Lou Jensen a été tuée. Elle a été touchée à plusieurs reprises, avec une balle se fragmentant et s'enfonçant dans son cerveau. Sa mort était un acte tragique et sans sens de violence, qui aurait envoyé des ondes de choc à travers la communauté et hanté l'enquête pendant des années à venir. L'image d'une fille de 16 ans gisant dans une mare de sang, sa vie coupée court par un acte de violence sans sens, serait gravée à jamais dans les esprits de ceux qui ont assisté au crime. À mesure que la nouvelle se répandait, les rues étaient remplies de murmures et de spéculations, et la légende du tueur du Zodiac commença à prendre forme. Mais qui était ce monstre, et qu'est-ce qui le poussait à une telle brutalité? En été 1969, la Californie du Nord était sous le choc de peur à la suite d'une série de meurtres brutaux qui secouaient la communauté. Le premier cas signalé était l'assassinat de David Faraday, 17 ans, et Betty Lou Jensen, 16 ans, qui avaient été abattus alors qu'ils étaient garés dans une zone reculée. Les policiers avaient initialement soupçonné un tueur en série imitateur, mais à mesure que les corps se multipliaient, il était devenu clair que quelqu'un de beaucoup plus sinistre était en liberté. Le département de police de Valiro a pris la tête de l'enquête, mais ils étaient lamentablement mal préparés pour la tâche qui les attendait. Confrontés à un manque de ressources et à une liste de crimes non résolus en constante augmentation, la police a lutté pour faire des progrès. Un message cryptique envoyé au San Francisco Chronicle en août 1969 a tout changé en présentant le public au modus operandi du tueur en série Zodiac. La lettre, qui comprenait un diagramme grossier d'un cercle croisé, était signée du nom infâme du tueur et a déclenché une frénésie d'activité. Les policiers ont eu du mal à analyser l'écriture et à déchiffrer le message cryptique, que certains croient être un leurre conçu pour les faire dévier de la piste. Malgré ces premiers revers, les enquêteurs ont bientôt réalisé l'importance des lettres du Zodiac et ont commencé à le chercher. Ces lettres deviendraient une partie cruciale de l'enquête. Au fil des ans, plusieurs individus sont apparus comme des suspects principaux, mais aucun n'a pu être clairement lié au crime du tueur en série Zodiac. L'un des meilleurs indices était Arthur Lee Allen, un pédophile condamné avec une fascination troublante pour les actions du Zodiac. Un autre suspect était le marin retraité, Richard Gekowski, qui avait une histoire de violence et avait travaillé comme journaliste dans la région de la baie de San Francisco. Ted Kaczynski, mieux connu sous le nom d'Unabomber, a également été brièvement lié au cas, bien que son implication reste spéculative. Alors que les enquêteurs passaient en revue les preuves et interrogeaient les suspects, ils restaient frustrés par le manque de pistes concrètes. L'un des développements les plus énigmatiques de toute l'enquête était la focalisation sur le fameux Z340 Siffé, que le Zodiac avait envoyé au San Francisco Chronicle en 1969. Ce cryptogramme, composé de 340 caractères, était considéré comme la clé pour identifier le tueur en série Zodiac, mais malgré les efforts intenses pour le déchiffrer, il reste non résolu à ce jour. Le FBI a finalement été appelé pour travailler sur le Siffé, mais leurs efforts n'ont fait qu'ajouter à la frustration et à la déception des enquêteurs. Les cryptanalystes de l'agence ont travaillé sans relâche pendant des années, mais le code restait obstinément indéchiffrable. Alors que les mois passaient, l'affaire se refroidissait, et l'espoir commençait à s'évanouir. Je dois dire que, 52 ans après que le règne de terreur du tueur en série Zodiac ait commencé, une nouvelle révélation a laissé nombreux des experts qui ont consacré leur vie à résoudre ce cas bouleversé. Le tour de passe-passe que personne n'avait prévu et que le tueur en série Zodiac n'aurait pas été une seule personne, mais plutôt un groupe de personnes qui travaillaient ensemble pour commettre ces